Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans la famille en question. Ils sont nombreux, autour de 13 millions et souvent très actifs. Les grands-parents d'aujourd'hui nouent des liens forts avec leurs petits-enfants. Quand ils vivent à proximité, ils viennent aussi à la rescousse de parents débordés. Bref, ils sont au cœur de la vie familiale, mais quelle place par rapport à celle des parents? Que souhaitent-ils transmettre à leurs petits-enfants? C'est ce que l'on va voir avec nos deux invités. J'accueille Marie-Françoise Fuchs. Bonjour. Alors, passionnée par tout ce qui touche à la famille, vous avez fondé l'École des grands-parents européens. Vous nous parlerez du rôle de ces grands-parents. À côté de vous, Geneviève Granchet, bonjour. Bonjour. Vous avez 11 petits-enfants, c'est pas rien, qui ont entre 6 et 21 ans. Donc, il y a des petits et puis des jeunes adultes. Vous nous direz, vous, quelle grand-mère vous êtes et ce que cela vous apporte. Et puis, enfin, on retrouve Jean-Louis Bavoux, comme souvent dans cette émission. Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Alors, je précise que vous êtes père, mais aussi grand-père. 7 fois, Alors, oui, pour l'instant. voilà, donc vous nous direz un petit peu, vous, comment vous vivez cette expérience-là. Alors, on va tout de suite écouter le témoignage de deux grands-parents qui ont accueilli ces jours-ci 7 petits-enfants pendant les vacances scolaires. Dans la famille L'Huillier, il y a dans les bras de sa maman Brieux, sa sœur Églantine, son frère Côme et ses cousins Jérémy, Charlotte, Martin, Antoine et à la tête de la tribu, Marie-Odile et Jean-Noël, les grands-parents. Des grands-parents qui accueillent pendant les vacances 7 de leurs 10 petits-enfants. J'aime venir chez mes grands-parents pour jouer au ping-pong, pour les voir, tout simplement. Parfois, on va se promener, on va voir des musées, des expositions. Petit train, escalade ou encore ping-pong, à chaque âge une activité. Des activités décidées par les petits-enfants, avec bien sûr la complicité des grands-parents. Le tout sous l'œil bienveillant des enfants, Pascal et Thierry. Nous, on gère le quotidien, et on est pris dans la tourmente de toutes les activités. Et quand les enfants voient leurs grands-parents, c'est une pause pour eux et les grands-parents leur apportent quelque chose de différent. On n'a pas forcément exactement la même approche des choses et donc c'est très bien cet enrichissement et cette complémentarité entre les deux. Je pense qu'on a un rôle à jouer. Les parents sont quelquefois manquent de recul pour élever leurs enfants et ils peuvent être peut-être plus confiants avec nous. On est un petit peu complémentaires. Je pense qu'ils peuvent se confier plus facilement qu'à leurs parents. On a le rôle de gens un peu extérieurs, donc je pense que c'est plus facile. Joyeux anniversaire. Ce jour-là, Côme fête ses 5 ans. Un anniversaire orchestré par toute la famille. Si Marie-Odile et Jean-Noël n'interviennent pas dans l'éducation de leurs petits-enfants, leur présence auprès de ces derniers s'exprime sous d'autres formes. Ils peuvent nous raconter un petit peu l'histoire familiale, puisque nos parents ne savent pas tout à ce sujet. Et voilà, pour nos grands-parents, parfois c'est plus du vécu aussi, donc c'est plus facile pour eux de nous transmettre ça. Joseph allait se retrouver en Égypte et il allait devenir le conseiller du roi d'Égypte qui s'appelait le pharaon. Transmettre leur histoire tout comme leur foi chrétienne fait partie de l'héritage que Jean-Noël et Marie-Odile souhaitent léguer à leurs 10 petits-enfants, mais pas uniquement. Et c'est le dévouement aux autres qui rend heureux. Et c'est ça que je veux leur transmettre. Je pense qu'ils le voient dans notre vie. Enfin, c'est en s'occupant des autres, pas uniquement de nous deux. L'autre, c'est aussi le conjoint, c'est aussi eux-mêmes, d'ailleurs, les petits-enfants, mais c'est aussi d'autres personnes. Et c'est extrêmement important de penser aux autres. Moi, je voudrais jouer le même rôle qu'a joué ma grand-mère pour moi, qui était très proche. C'est-à-dire qui était vraiment pour moi une amie. Des liens d'affection et de complicité se sont tissés entre ces grands-parents et leurs petits-enfants. Des grands-parents qui comptent bien être présents à chaque étape de leur vie. Alors Geneviève, on entendait cette grand-mère qui disait « je voudrais être une amie ». Comme l'était sa propre grand-mère pour elle. Quel lien vous avez avec vos petits-enfants? Alors moi, j'ai des liens affectifs très forts avec tous mes petits-enfants. Je les aime tous, chacun de manière unique. Oui. Et
j'ai la chance d'habiter, qu'ils soient tous dans la région parisienne. D'accord, Donc vous les je voyez les vois facilement. beaucoup. Bon, sauf peut-être le petit-fils aîné qui est maintenant à Grenoble, il a intégré une école d'ingénieur. D'accord, donc vous le voyez un peu moins. Disons que j'ai aussi la chance d'avoir une maison où je peux les accueillir tous, la maison de famille, qui est dans la famille depuis des générations, la maison où je suis née d'ailleurs. Et donc il y a toute une tradition, toute une histoire de cette maison, de cette famille. Et qui permet de maintenir les liens. Permet de maintenir les liens, et je pense que tout le monde y est attaché. Alors, Marie-Françoise Fuchs, vous qui les observez de près depuis pas mal d'années, ces grands-parents. Je les écoute. Et vous les écoutez. Alors, qu'est-ce qui caractérise les relations aujourd'hui entre grands-parents et petits-enfants, sans faire de généralité Je pense d'abord qu'il y a beaucoup de rôles et d'actions que les grands-parents peuvent développer, mais je pense surtout qu'il ne faut pas oublier que ce qui est très important, c'est l'appui, l'entourage que l'on peut apporter aux parents eux-mêmes. Parce qu'on a remarqué qu'effectivement, pour devenir une maman et un papa qui est présent d'une façon satisfaisante auprès de son enfant, souvent, l'entourage est important. Et nous apportons quelque chose de notre attention pour aider nos enfants à être des parents tranquilles et des parents rassurés, des parents entourés. Elle est essentielle, cette relation-là ? Je pense que c'est une des relations essentielles. Alors après, on a des relations directes. Je suis comme ma voisine, bien sûr, en l'ayant vécu de près. Ce sont des liens absolument merveilleux qui se développent entre les grands-parents et les petits-enfants. Et je crois que ça leur apporte beaucoup, d'un point de vue d'un amour un peu inconditionnel qu'on leur porte. Et de toutes sortes d'autres rôles, bien sûr, que l'on peut jouer auprès d'eux, d'accompagnement, de garde, que sais-je, dans tous les domaines de transmission et de transmission familiale aussi. Je trouve que, par exemple, moi je vois mes petits-enfants, quand ils viennent à la maison, on regarde les albums de photos, etc. Nous avons aussi une fonction de représenter la mémoire familiale. Cette espèce de lignée, cette permanence, et puis l'âge aussi. Que vivre, même âgé, est quelque chose d'extraordinaire et d'intéressant, et de leur montrer qu'ils ont du temps devant eux. C'est nous qui sommes la génération, je dirais, à mourir, et c'est aussi très rassurant par rapport à leurs parents. D'accord. Parce que les parents, c'est essentiel. Alors les grands-parents, on a un rôle de second plan, un rôle de support, un rôle d'entourage, mais un rôle merveilleux à jouer. Ça, je crois que les grands-parents, certains, le pire qui puisse nous arriver, c'est d'en faire trop et d'être comment dirais-je, intrus dans la relation avec des parents et des enfants. Alors à ce sujet, est-ce que ça vous arrive ou ça vous est arrivé, Geneviève, peut-être de vouloir en faire trop, peut-être de faire un faux pas vis-à-vis de certains de vos petits-enfants ? Je respecte beaucoup mes enfants, leur éducation, et j'essaye de rester à ma place, enfin de ne pas prendre leur place. Mais on a parfois l'envie, je ne sais pas, de faire un cadeau ou quelque chose qui ne soit pas forcément souhaité par les parents. Ça vous est jamais arrivé ? Oh si, ça m'est sûrement arrivé. Un petit exemple ? Ça m'est sûrement arrivé. Là, à brûle-pourpoint, là, j'ai pas forcément une idée comme ça, mais... Est-ce que vous demandez aux parents si vous allez acheter quelque chose, par exemple ? Oui, je demande aux parents, absolument. Ils sont d'accord. Et de même, par exemple, quand j'ai des petits-enfants qui sont très accros de l'ordinateur et que j'ai mes petits-enfants chez moi, je leur demande toujours s'ils auront le droit de se servir de l'ordinateur. Enfin, ça ne vous gêne pas qu'ils aient envie d'être sur l'ordinateur, qu'ils soient accros ? Je respecte le désir des parents. D'accord. Marie-Françoise Fuchs, vous parliez de cette tentation que certains grands-parents peuvent avoir peut-être d'en faire un peu trop. Alors, comment concrètement je vais citer un exemple que j'aime bien, mais qui peut-être... c'est quand vous avez un petit enfant qui est malade, par exemple, et vous êtes inquiète, naturellement les grands-parents s'inquiètent, et vous téléphonez à la maman, et le lendemain matin, est-ce que tu as fait venir le médecin, est-ce qu'il a encore de la fièvre, etc. Et vous ne lui demandez pas si elle est inquiète, la maman. C'est-à-dire que c'est quelque chose de difficile d'arriver à se mettre
à cette place, et de ne pas être la personne qui vient en plus si c'est votre belle-fille ou votre fille, elle reçoit ça comme un reproche si vous lui dites est-ce que tu as bien fait tout ce qu'il fallait, est-ce que tu as... alors que si vous lui demandez est-ce que tu es toujours inquiète, mais vous entrez dans une autre relation. Alors ça, c'est une des leçons que j'ai apprises. Je me prends les pieds toujours dans le tapis. Pourtant, vous parliez de donner un conseil, hein, ça peut être plus ou moins bien perçu, mais on reste, vous, en tant que grand-mère, vous restez mère de vos propres enfants. Bien sûr, bien sûr. C'est une chose qui m'avait beaucoup frappée au téléphone dans les appels qu'il y avait à l'école des grands-parents sur vous savez que c'est une chose fréquente où les grands-parents ne peuvent plus voir les petits-enfants. Et j'ai été très frappée par le fait que c'était toujours ce sujet, même les arrière-petits-enfants étaient précieux, et il n'y avait pas la notion de « je suis terriblement triste de ne plus voir mon fils ou ma fille avec qui nous sommes fâchés ». C'est comme si, et je pense que ça fait partie de ce qui éventuellement peut faire qu'on ne voit plus ses petits-enfants, c'est ce non-désir. Ça, c'est encore d'autres questions hein, qu'on n'aura pas le temps d'aborder aujourd'hui, hein, s'il y a des ruptures de liens. Mais en fait, concrètement, comment justement tenir sa place en tant que grand-parent, pas essayer d'interférer dans l'éducation? C'est compliqué. On se prend tout le temps les pieds, c'est très compliqué et j'entends beaucoup de témoignages dans ce sens-là. Ouais. On croit bien faire. Je me souviens d'une jeune femme qui disait ma belle-mère m'a acheté le berceau, les vêtements, etc. pour mon futur bébé. Je ne peux plus moi-même exister dans mes choix et faire... avec plaisir et avec l'envie que j'en ai, les choses pour le petit enfant. C'est une constante que les grands-parents qui appellent et qui sont dans des soucis, 80% d'entre eux, c'est à cause de trop donné. C'est souvent ça. Trop. Et vous devient encombrant. Vous n'avez pas eu le sentiment de vivre ça de temps en temps, Geneviève? Non. On ne vous l'a pas reproché? Non, pas tellement, non. Parce que une belle-fille ne vous l'a pas dit délicatement? Je suis disponible. Chaque fois qu'on me lance un appel, je réponds. Par exemple, mercredi prochain, je vais garder des petits-enfants parce que la maman travaille. Et donc, mais je ne m'impose pas. Je pense que il faut que ce soit quelque chose de naturel. Vers vous. Et alors, est-ce que ça vous arrive de dire non quand même, de placer certaines limites? Ça m'arrive de dire non quand je ne peux pas. Mais alors, en dehors de la question de la garde, mais plus sur la question de ce qui se passe sous votre toit. Quand vous avez certains petits-enfants, est-ce que vous placez certaines limites et lesquelles? Alors, quand les parents sont là, je respecte les parents, mais quand ils ne sont pas là, à ce moment-là, je peux leur dire, voilà, chez moi, chez nous, voilà comment ça se passe. On peut imposer quelque chose en disant à la maison. Et comment c'est compris, perçu par eux? En général, ils ne discutent pas parce qu'il y a tout de même une certaine autorité des grands-parents. D'accord. C'est vrai, Marie-Françoise Fuchs, il y a quand même un peu une autorité naturelle Oui, il y a une autorité naturelle. Surtout, comme les relations sont moins... comment dirais-je, nous ne cherchons pas à corriger absolument à tout prix certaines choses et les relations avec les petits-enfants sont souvent assez faciles. Je trouve qu'elles fonctionnent assez naturellement, assez bien. Il n'y a pas les enjeux qu'il y a entre les parents et les enfants qui ont besoin de les éduquer. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Nous avons une chance fantastique parce que nous sommes dans une relation de plaisir, d'affection, de partage d'activités. C'est pain béni, si je peux dire. Vous êtes d'accord avec ça, Geneviève? Vous voyez, par exemple, l'année dernière, au moment de la Toussaint, mes petits-enfants s'étaient concertés à l'avance, tous. Ils s'étaient envoyés des mails et ils avaient organisé les vacances en apportant chacun, dans ma maison, oui, ils avaient chacun apporté leur sac de couchage. Ils avaient dit on va faire un camp, on va mettre une toile sous un arbre, on va tous se coucher comme ça. Et puis on fera des installations, on fera notre cuisine, etc. Et alors là, pour coucher dehors, là, je dois dire qu'on a dit non, parce que c'était quand même, il faisait froid. Par contre, ils ont fait leurs installations, ils ont fait leur cuisine sous la cendre et ils ont même invité à prendre l'apéritif. Bon, ça s'était bien passé quand vous avez dit non. C'était très bien, c'était très sympathique. Est-ce qu'il faut, Marie-Françoise Fuchs, gronder de temps en temps, si besoin?
Je ne sais pas s'il faut gronder, si c'est le mot. Quelquefois, il faut dire ce que l'on pense et ce qu'on croit. Ça, je suis convaincue qu'on a toujours le droit de dire « je pense de cette façon ». C'est de cette manière-là que je vois la vie. On a le droit de s'exprimer et les grands-parents peuvent le faire. Ils ne peuvent pas aller à l'encontre des avis des parents, mais ils peuvent s'exprimer en disant « moi, je pense un peu différemment », mais c'est tout. Je pense qu'il ne faut pas non plus, bien sûr qu'il faut être très attentif à ne pas prendre la place des parents comme fondamentaux, comme éducateurs fondamentaux. Mais ça ne nous empêche pas d'exprimer, et avec un petit peu d'humour, quelquefois les choses passent encore mieux. Je pense que c'est une des choses, mais je vois que ma voisine est une grande sage, elle applique spontanément elle est une exception à la règle, alors, les règles qui me semblent favorables. Je pensais, par rapport à une sortie, nous avions eu un témoignage qui m'avait beaucoup amusée. C'était des grands-parents qui avaient emmené leur petit-fils visiter les tours de Notre-Dame. Ça leur paraissait, bon, ils avaient 6 ou 7 ans. Et alors, le soir, en racontant que ça avait été très amusant et qu'ils avaient fait ça, et les parents étaient venus rechercher, après la garde, qu'ils étaient très contents que les grands-parents avaient pu tenir. Et ils ont dit, mais comment j'avais envie de le faire moi avec mes enfants, c'est pas bien de ne pas me demander avant ce que vous allez faire. Voilà. Et si vous voyez jusqu'à quel point ça a pu être une discorde pour une chose qui paraissait tellement naturelle et anodine, parce que quand vous avez les petits-enfants, vous dites, bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Et si on allait visiter les tours de Notre-Dame, je n'y vois pas de malice. Et les grands-parents n'avaient pas vu. Et ça avait été un petit drame familial où ils s'étaient rendus compte qu'ils avaient été trop vite sans consulter les parents. Et si vous voulez, on a eu tellement de témoignages dans ce style que ça reflète une réalité. Ça pose vraiment cette question. Geneviève, est-ce qu'il vous arrive de dire non? Vous disiez tout à l'heure, si vous ne pouvez pas dans votre calendrier, peut-être vous occuper de petits-enfants. Est-ce que vous placez aussi du temps dans d'autres choses? Parce que quelle est votre part d'investissement auprès de vos petits-enfants? Alors, je fais du catéchuménat dans ma paroisse, donc ça me prend pas mal de temps. Vous ne cherchez pas, en gros, à centrer toute votre attention sur les petits-enfants? Enfin, j'aime beaucoup ma famille, mais j'ai d'autres activités, aussi bien paroissiales que je fais partie d'un groupe qui visite des expositions. Enfin, vous voyez, je m'intéresse à autre chose qu'à mes petits-enfants. Alors, il y a également un groupe dont vous faites partie, qui est un groupe de grands-parents dans une paroisse parisienne. Oui. C'est comme cela qu'on vous a contacté. En quoi c'est important pour vous de vous retrouver au sein de votre paroisse, peut-être de prier ensemble avec certains grands-parents? Alors, on a repris ce groupe qui, en fait, au départ, était un groupe diocésain animé par le père Fourmont et Rosine Legrand. Qu'on ne connaît pas pour le téléspectateur, mais voilà, qui sont ils ont fait tout un travail. Des responsables au sein de votre paroisse. Il y a eu beaucoup de paroisses qui ont créé des groupes de grands-parents, puis ces groupes ont vieilli et ont disparu pratiquement de toutes les paroisses. Donc nous sommes la seule paroisse, je crois, parisienne, dans Paris, qui gardons ce groupe. Ça vous aide de prier, et notamment avec d'autres? Je pense que ça nous aide tous. Dans votre rôle de grands-parents, hein? Absolument, parce qu'on partage tous nos joies, nos soucis, nos problèmes. On évoque tout ça et je pense que ça apporte à chacun. Et on le fait toujours avec la parole de Dieu. Pour commencer, on choisit un thème et à partir de ce thème, on réfléchit et voilà. Vous témoignez de votre foi auprès de vos petits-enfants? Alors, ça vous est arrivé? Oui, bien sûr. Par exemple, je témoigne, mais je pense que d'abord je réponds à leurs questions. D'accord. Je réponds à leurs questions. C'est pas toujours facile, parce que souvent les parents disent « Oh, ben, demande à ta grand-mère, elle saura mieux que moi ». Les questions difficiles, c'est pour vous. Ils savent très bien que toutes les activités que je fais pour ma paroisse, ils ont vu leur grand-père visiter beaucoup de personnes âgées, malades, faire des tas de choses, mettre ses compétences au service des Donc pour vous, c'est quelque autres. chose que vous souhaitez, alors je ne sais pas si on peut dire transmettre, mais en tout cas, peut-être
en tout cas, essayez d'en témoigner. Hein. Pour vous, ça vous semble important parmi les choses à transmettre? Très important, parce que je pense que ça fait partie de ma vie aussi, et que je crois que, mais je pense que le témoignage, c'est surtout parce qu'on vit, parce qu'il nous voit vivre, et malheureusement, j'ai perdu mon mari il y a un petit peu plus d'1 an. Mais ils ont vu leur grand-père, ils ont vu tout ce qu'il a fait pour eux, pour les autres. Et je crois que ça, c'est un témoignage des exemples et finalement la vie que vous menez. Marie-Françoise Fuchs, alors que souhaitent de manière générale transmettre les grands-parents Alors je crois qu'il y a une chose dont je n'ai pas encore parlé, c'est que les grands-parents ont une fonction très importante pour créer des liens entre les différents petits-enfants de leurs propres enfants. Voilà. C'est-à-dire que ce lien entre cousins, ma voisine reçoit dans sa maison. Quand il y a un lieu d'accueil familial, ça facilite. Et des réunions qui se font à cause des grands-parents, de l'ensemble des cousins. C'est-à-dire qu'il y a eu la fratrie, maintenant il y a ensuite les cousins. Et je crois que nous avons un rôle important. Et dans toute la vie ensuite, c'est quelque chose de très précieux d'avoir des cousins qui s'entendent, qui se connaissent bien. Et je crois que là, nous avons un rôle direct d'être la plateforme de cette chose-là, des cousins. Dans le fond, juste rapidement pour terminer, c'est quoi un bon grand-parent pour vous ? C'est un grand-parent qui aime ses enfants et ses petits-enfants et qui n'est pas trop envahissant. Je ne sais pas. Voilà, d'accord, ça résume bien. Vous savez à quoi les choses. On avait fait une petite cassette à l'école des grands-parents et il y avait un petit enfant de 6 ans et on avait plusieurs petits-enfants plus âgés que lui et on a demandé à chacun à quoi servent les grands-parents, votre question. Et ce petit garçon a dit à aimer les petits-enfants. Et on a conclu comme ça. Mais je crois que c'est tout à fait ce que je pense aussi, c'est que... Ça résume bien la chose. Alors, absolument. Jean-Louis, vous êtes d'accord avec ça? Ça sert à ça, un grand-parent? Beaucoup mes petits-enfants. Mais je pense quand même à une réalité qui est difficile quand même pour les grands-parents dans nos sociétés occidentales. Parce que donc, le grand-parent, c'est le lien, hein, c'est la mémoire, c'est la lignée, c'est un peu une base. Et les sociétés, jusqu'à il y a très peu de temps, le considéraient comme tel. Et encore en Méditerranée, je ne sais pas si vous savez qu'en Italie, par exemple, enfin, je ne parle même pas de la Méditerranée du Sud, en Italie, il n'y a pas de maison de retraite. Oui, les grands-parents sont presque pas. Donc en Occident, aujourd'hui, on a les éclatements des familles, le fait que le grand-parent n'a plus la place quand même de l'ancêtre, qui on tournait autour quand il était sur la chaise dans la pièce principale de la maison. Il n'est plus là. Donc c'est difficile aujourd'hui dans notre société occidentale pour les grands-parents de remplir leur fonction. Je ne parle même pas en plus maintenant des métiers qui font que les enfants partent à droite et à gauche, donc on ne voit pas les petits-enfants. Donc je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience à avoir de la part de l'Église déjà, de permettre aux grands-parents de prendre la responsabilité, de s'engager et pour eux-mêmes dans leur paroisse et auprès de leur famille, parce que les familles souvent ne demandent plus parce qu'elles sont loin, mais elles ont besoin des grands-parents. Et ça, je crois qu'il y a vraiment une mission très spécifique, vous le disiez très bien, mais une mission des grands-parents qui est, encore une fois, l'amour gratuit, le lien, la base, le socle. Et ça, je crois qu'ils sont en droit de le demander. Et puis, il y a encore autre chose, c'est que c'est une population grandissante, les grands-parents, et qu'ils ne font pas que s'occuper, vous le disiez très bien, de leurs petits-enfants, et que je pense qu'on a besoin de penser à leur donner toute leur place dans la société aujourd'hui, qui est une place dans la famille, mais qui est une place aussi dans la société. Et ça, je crois que c'est peut-être pas encore vraiment dans le goût du jour et vraiment développé. Donc les grands-parents ont toute une place qui est en train de disparaître et qu'il faut repenser, puis tout un avenir qui, lui, à mon avis, n'a pas du tout été évalué. Alors, est-ce qu'il y a des repères que les grands-parents peuvent trouver dans l'Évangile pour bien vivre cette relation avec les petits-enfants? Alors ça, l'Église est très vigilante, et il y a même eu, sans que ce soit des encycliques ou des exhortations apostoliques, mais il y a quand même eu des textes très, très importants que l'Église a sortis sur le rôle précisément des grands-parents. Il y a d'abord des grandes figures bibliques, ou même dans la tradition. Après, on est les parents de Marie, Anne et Joachim, même s'ils ne sont pas dans l'Écriture. Mais les grands-parents, pour l'Église, ont ce rôle de transmettre de la foi, d'autant plus que la génération des grands-parents d'aujourd'hui commence même déjà à être une génération de grands-parents déchristianisés. Donc il y a aussi un vrai problème de transmission de la foi, un vrai problème. Donc les grands-parents restent d'être les derniers témoins de la foi pour leurs petits-enfants, et je crois que c'est très important, sans prosélytisme aucun, mais dans leur façon de vivre et dans les réponses aux questions que leurs petits-enfants leur posent.
Thème intéressant, on y reviendra. Merci à tous les trois. Je signale l'un de vos ouvrages, Marie-Françoise Fuchs, L'art d'être grand-parent, éditions Minerva. Et puis, si vous souhaitez en savoir plus sur l'école des grands-parents européens, eh bien, vous pouvez consulter son site à l'adresse qui figure sur vos écrans. Et bien sûr, je vous invite à réagir à cette émission, si vous le souhaitez, sur notre site kto-tv.com. Merci de nous avoir suivis et à mercredi prochain. Au revoir.